beaucoup d'entreprises ont des équipes dédiées pour faire justement ces recherches, pour comprendre les besoins des utilisateurs, que ce soit pour innover, dérisquer des opportunités ou même favoriser l'adoption. Mais au final, on remarque quand même que selon l'organisation, la vision du rôle de la user research et de son utilité peut être différente. Du coup, par exemple, Lola, chez Alan, à quoi sert la user research ? Alors, je pense que ça peut être le cas d'ailleurs aussi chez Malte et chez Doctolib. Dans un premier temps, la user research, ça nous aide à prendre des décisions produits. Ce que je trouve important, c'est de pas se dire j'ai un nouveau produit, je vais faire la user research et d'oublier pourquoi on le fait. Donc, à tous les stades du cycle de vie du produit, on peut amener la user research qui va s'adapter. On va vous raconter comment. Mais surtout, quelle décision on veut prendre, quel est le niveau de risque auquel on est en train de faire face et du coup, comment est-ce qu'on va sizer son projet de user research en fonction et quelles sont les questions, pas forcément du user research, mais plutôt business, auxquelles on essaye de répondre qui vont nous donner ensuite l'inspiration pour ces fameuses questions de user research, etc. Et peut-être, les filles, vous pouvez enchaîner. Ouais. Est-ce que Clara, tu te retrouves aussi dans cette définition de la user research ? Oui, totalement. Enfin, c'est vraiment aussi la même approche. Ouais, c'est prendre des décisions informées. C'est vrai qu'après, il y a différentes façons de faire de la user research. Nous, chez Doctolib, on a une équipe qui est dédiée de user research, mais on a aussi un rôle qui évolue avec le temps. Et on devient aussi des user research coach, entre guillemets. Donc, c'est aussi aider les équipes produits, design, à faire eux-mêmes la user research. Et voilà, et leur donner toutes les clés possibles pour qu'ils la fassent de la meilleure des façons possibles. Parce que, voilà, faire la user research, c'est bien, mais il y a aussi une façon de la faire. Et plus on a les outils, plus on va pouvoir prendre les meilleures décisions. Ok. Et dans nos discussions, Caroline, j'avais l'impression que pour toi, c'était un peu à cheval entre les deux, entre le rôle de coach et de vraiment aussi faire certaines recherches. Comment ça s'organise ? Oui, en effet, quand je suis arrivée chez Malte, c'était il y a 2 ans et demi, donc vraiment au moment où Malte passait de start-up à scale-up. Donc vraiment un passage à l'échelle. Concrètement, quand je suis arrivée, il y avait 5 squads et quelques mois après, on était 10 squads. Donc moi, en tant que lead user researcher, mais aussi seul user researcher, j'ai dû mettre en place un accompagnement. Enfin, j'ai dû en fait modifier la façon dont je fais de la user research pour me permettre de pouvoir mener jusqu'à 10 projets en parallèle. Donc comment ça a été déjà partir de la roadmap produit et m'en servir pour construire une roadmap de la user research et au sein de cette roadmap me dire ok, quels sont les projets que je vais mener moi-même en tant que user researcher. Donc je vais être vraiment owner de ce projet et pour cela c'est les projets les plus stratégiques, donc niveau COMEX, ceux qui vont avoir l'impact le plus important sur l'expérience utilisateur. Et pour les autres, ça a été de me dire, sur ces projets-là, comment est-ce que je mets en place un accompagnement qui me permet de en fait, coacher en parallèle jusqu'à 10 squads. Donc en fait, mon rôle est passé de user researcher experte à aussi user researcher, research ops, et en fait une combinaison de ces 2 casquettes. Je ne sais pas si tu veux que je rentre un peu plus dans le détail sur comment est-ce que j'ai mis ça en place. Peut-être ça va être intéressant pour certains d'entre vous. En particulier sur cette dimension Research Ops, ça veut donc dire autonomiser les PM, les designers sur le fait de mener leur user research. Donc ça commence par training. Donc comment est-ce que je leur transmets la façon de faire la user research, mais aussi et surtout du coaching pour pouvoir les accompagner sur leurs projets tous les jours. Donc concrètement, ça veut dire une session de coaching avec chaque squad toutes les 2 semaines. Et en parallèle de ça, c'est créer un maximum de templates, c'est vraiment en fait pré-mâcher tout le travail possible pour qu'il n'ait pas à réinventer la façon dont on mène un projet de recherche, mais m'assurer que toutes les squads fonctionnent de la même façon. Et en fait, en faisant ça, ça facilite aussi pour moi le coaching parce que j'arrive sur un projet de recherche, je sais que ça va être les mêmes étapes pour préparer un plan de recherche, pour écrire un guide d'entretien, pour faire l'analyse et pour partager les livrables ensuite. Et dernier point, ça a été le fait de mettre en place un rituel. Donc tous les vendredis, 1 heure dédiée à la user research où les squads vont partager les résultats de leurs activités de recherche
Mais surtout, je me sers de ce moment-là pour illustrer la théorie et dire, OK, ben regardez, cette squad a présenté les résultats de research grâce à ce survey. Ben, regardons comment est-ce qu'on a construit le survey. Ou peut-être déjà, pourquoi est-ce que sur ce projet de recherche, on a décidé de faire un survey. Ensuite, comment est-ce qu'on construit un bon survey? Comment est-ce qu'on construit, on écrit de bonnes questions et comment est-ce qu'on fait le travail d'analyse? Donc vraiment un peu cette alternance entre théorie, mais surtout mise en pratique concrète sur leur projet, leur vie de tous les jours. C'est intéressant le côté standardisation aussi avec des templates. Est-ce que Lola, toi aussi, tu as mis en place des outils pour favoriser la prise en main des recherches? Ouais, alors c'est un petit peu différent, mais je me retrouve quand même beaucoup dans ce que tu dis, Caroline. Nous, chez Alan, on est 5 user researchers et on est répartis par grand périmètre produit avec la notion qu'on est là tout à peu près depuis 3 ans, 4 ans, on va dire. Donc, on a beaucoup de contexte sur le périmètre produit sur lequel on est et on va pouvoir aller mener des projets de research qui sont très exploratoires, très pointus et plutôt stratégiques. Et ensuite, on a, nous, c'est pas des squads, c'est des crews. Et chaque crew va être responsable de mener ces projets de research qu'on appelle plus tactiques, à moins d'enjeux, moins de risques. Ça peut être des tests d'interface, ça peut être juste quelques petits entretiens suite à des retours clients qu'on a déjà eus pour aller creuser un problème, des choses comme ça. Et avec tout ça, on a mis en place aussi des templates pour le plan de research, des templates de guides d'entretien, des templates de survey, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait un moins bon travail à l'adoption que chez vous, puisque ça fait moins partie de notre mission en tant que user researcher d'outiller. On est toujours là en support, mais on a fait beaucoup moins ce travail d'évangélisation, puisque tout le monde est censé être honneur chez Alan. La réalité, c'est que parfois, les gens foncent un petit peu. Mais bon, si on se rend compte de ça, on va un peu rattraper et dire « Ok, la prochaine fois, viens me voir et on peut s'en reparler. » Après, on est 600 tout chez Alan et l'équipe produit, on doit être 150, voire un peu plus. En 2025, on sera au moins 200. Et à 5 user researchers, forcément, c'est compliqué de tout suivre. Ouais, ça je comprends. Et du coup, toi, Clara, ce rôle de coaching, c'est vraiment ce que tu fais au quotidien. Et tu me parlais de cartes pédagogiques aussi pour aider les équipes. Comment ça fonctionne? Oui, alors c'est vrai que nous, on est 2000 chez Doctolib, donc vraiment on est une très très grosse boîte. On a une dizaine de produits, on est sur 3 pays, donc c'est vrai que on reste une petite équipe de user research, on ne peut pas tout faire et c'est pour ça qu'on a pris aussi en main ce rôle de coaching. C'est vrai que nous, on a aussi mis en place quelques petites choses, notamment un office hour où en fait on a des plages horaires dédiées où en fait les gens peuvent prendre du temps avec nous pour parler de leur projet de recherche. Donc ça nous permet d'avoir un suivi plus ou moins étendu avec en fonction de la personne. Donc en général, si c'est des personnes qui sont assez à l'aise en user research, avec qui on a beaucoup travaillé, ça va juste être de la relecture, peut-être d'un guide d'entretien ou d'un questionnaire. En revanche, si c'est des gens qui sont plutôt novices ou débutants ou qui débutent chez Doctolib, même là, on va avoir un suivi qui est beaucoup plus régulier. En fait, on va vraiment commencer en demandant pourquoi est-ce qu'ils veulent faire de la recherche, quels sont leurs objectifs, voilà, un peu tout ce dont tu parlais, vraiment se poser les bonnes questions, définir la méthode avec eux et on a mis plein de choses en place, notamment des trainings, aussi des templates. Mais aussi, on a voulu rendre les gens assez autonomes s'ils ont peut-être pas le temps forcément de prendre rendez-vous avec nous ou si en fait ils veulent juste réfléchir dans leur coin. Donc, on a fait un arbre décisionnel pour essayer de les aider à trouver la meilleure méthode possible à utiliser en fonction des questions qui se posent. Parce que c'est vrai que parfois, il y a un peu un biais, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, je vais faire telle méthode, ça va être super ». Par exemple, chez Doctolib, on adore faire des workshops avec des utilisateurs et c'est vrai que parfois, c'est pas forcément la meilleure méthode, soit pour une question de temps, de coût, mais aussi juste parce que forcément, ça répond peut-être pas forcément aux questions qu'on se pose à la base. Donc du coup, on a mis en place cet arbre décisionnel qu'on a ensuite mis sous la forme de questionnaire. Donc voilà, on va demander est-ce que vous avez de la data accessible sur ce sujet, à quel stade du projet est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes plutôt au stade d'identification des problèmes, est-ce qu'on est plutôt à vouloir trouver une solution à un problème, ou alors peut-être même on a la solution mais on veut la tester, on veut la raffiner.
Donc voilà, plein de séries de questions qui ensuite vont aboutir en fait à des cartes un peu éducatives sur les différentes méthodes qui pourraient aider justement ces personnes-là qui veulent faire de la recherche. Et en fait, chaque carte va vraiment détailler la méthode en donnant certaines catégories, donc notamment le temps que ça prend, parce que en fait, on peut vouloir faire de l'exploration, mais si on veut faire des field trips, des diary studies ou alors des entretiens, ça prend pas forcément le même temps. Le coût que ça représente, aussi les avantages de cette méthode ou les inconvénients. Par exemple, chez Doctolib, on a des grosses problématiques de recrutement des utilisateurs d'un point de vue légal. Donc, c'est vrai que c'est aussi des choses, on aime bien les flaguer pour leur dire attention, si vous choisissez telle méthode, ça va prendre plus de temps, ça va être plus long. Donc voilà, vraiment pour les guider au maximum dans leur prise de décision. Et du coup, vu que vous mentionniez toutes les trois quand même que l'utilité de la user research, c'est aussi d'être capable de prendre une décision à la fin. Est-ce que y a des moments où en fait la mauvaise méthode a été appliquée et c'est pas possible de prendre la décision? Par exemple, Caroline. Ouais, je réfléchis en même temps que tu me poses la question. Je pense que ce que je vois en un, avant de dire qu'on n'a pas pris la bonne décision, c'est déjà qu'on perd du temps. Donc, tu parlais plutôt, Clara, de cette propension à faire des workshops chez Docto. Chez Malte, ça va être les entretiens. Je pense parce que quand on pense user research, il y a beaucoup de personnes qui pensent spontanément entretien. C'est une super méthode, je l'adore, mais elle n'est pas toujours valide. C'est pas toujours la plus optimale en fait, en fonction de justement vos objectifs de recherche, les questions que vous posez et les décisions que vous avez envie de prendre. Donc je pense que en un, et comme on le disait, c'est déjà passer du temps et investir dans ce plan de recherche. Et je pense que c'est un écueil qu'on peut voir quand on commence à faire la user research. Ce que j'observe, c'est que on se retrouve directement dans la phase de conduite de la user research, à savoir on skip l'étape 1 qui est le research plan. Et ce que je dis à mes équipes, c'est vraiment l'étape la plus importante. Pourquoi ? Parce que sinon on se retrouve en entretien et au bout d'un moment, on oublie en fait ce qu'on est en train de chercher. Donc on fait des entretiens, on continue à faire plein d'entretiens, etc. Et j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent ben voilà, j'ai fait tous ces entretiens, mais maintenant j'ai toute cette matière et je ne sais pas quoi en faire. En fait, si on a fait des bons research goals en amont, le travail d'analyse, il est très simple. À la fois le travail de structuration, enfin à la fois le fait de choisir la bonne méthode, mais ensuite le fait de structurer son guide d'entretien ou son survey, etc. Ça va découler directement de ces research goals. Et donc derrière, la matière qu'on aura collectée, elle sera en lien avec ces goals. Et le travail d'analyse, il sera beaucoup plus simple parce qu'on retournera voir les questions qu'on s'est posées. Donc je réponds pas exactement à ta question, mais juste pour reboucler sur le sujet présent, research plan hyper important. Et pour revenir sur ta question sur des mauvaises décisions qui ont pu être prises, je pense qu'on n'est pas arrivé jusqu'à l'étape de prendre des mauvaises décisions, mais par contre, ça a été faire des user research infinis. Et donc vraiment, d'où ce fait de se poser la question et en fait bien sizer la taille de la user research et les méthodes à utiliser. Et d'ailleurs, j'utilise une matrice pour ça qui permet de se poser déjà la question quel est le niveau de risque sur le projet ? Donc, quel est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre ? Chez Malte, par exemple, les projets qui sont risqués, ça va être des projets qui touchent à l'algo, parce que c'est clé. Si on casse l'algo, derrière, on casse le matching entre free et client, la conversion et le business. Ou ça va être des projets qu'on va pas pouvoir rollback. Donc quand on lance et on va pas pouvoir itérer, on va pas pouvoir annuler en réalisant qu'on s'est trompé. Donc il y a ça sur cette matrice. Donc sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, il y a notre niveau de connaissance du problème. Donc qu'est-ce qu'on sait déjà sur le problème ? Est-ce qu'on a vraiment identifié le problème à résoudre ou pas encore ? Et à ce moment-là, on est plutôt sur le bas de la matrice. Et donc quand on définit les méthodes à utiliser, je pose ces deux questions et en fonction de ça, ça va donner l'ampleur du projet de recherche. Donc si on est dans la situation la plus cool, en fait, c'est le niveau de risque est faible et on connaît déjà très bien le problème. Dans ces moments-là, je leur dis « Ok, let's go, on part direct en solution, on envoie, vous mettez en place un plan de tracking précis, on observe, on mesure et on itère. » La pire situation, c'est le niveau de risque est hyper élevé et on ne connaît pas encore le problème.
ok, ben là c'est gros projet d'user research, quali, quanti, attitudinal, comportemental, on va mixer toutes les méthodos pour apporter un maximum de robustesse. Et donc c'est en servant de genre de livrable qu'on peut choisir en fait et définir à la fois la taille du plan de recherche et les bonnes méthodos à utiliser pour répondre aux questions qu'on s'est posées et donc prendre les bonnes décisions. Ouais, super intéressant. Mais je remarque aussi que là, on parle beaucoup de méthodes qualitatives. On parle beaucoup d'entretien, d'observation, de tests, etc. Est-ce que, par exemple, Lola, toi, tu croises aussi ces données qualitatives avec d'autres méthodes de récolte Ouais, carrément. Je me permets de rebondir Ouais, sur bah ce vas-y, que ouais. Caroline disait juste avant, si c'est OK. Parce que, et en fait, c'est beaucoup en lien avec ce que tu dis. Dans le plan de research, ce que je dis en général aux gens, c'est on commence par s'informer sur ce qu'on est en train de faire. Enfin, on part pas dans la nature comme ça, aller parler à des gens, c'est super cool. Mais en fait, le sizing de la research, il passe aussi par comprendre très précisément à quel utilisateur on va s'adresser. Et typiquement, je vais vous donner un exemple. Donc moi, je suis plutôt sur la partie client, donc les boîtes qui nous achètent pour fournir à leurs collaborateurs. Et on a plein de segments de marché différents. Chaque segment de marché a en fait des spécificités et des besoins qui peuvent être extrêmement différents puisque les populations ne sont pas les mêmes. Dans le secteur hôtellerie, restauration, on a des contrats qui sont très très courts avec des CDD qui peuvent durer 1 ou 2 jours. Nous, notre solution produit, elle a été pensée à la base pour des boîtes tech où les CDI, c'est j'arrive, hop, c'est bon, le RH n'a plus rien à faire. On sait que c'est un problème, ça fait longtemps qu'on nous dit que c'est un problème. Donc j'ai déjà à ma disposition énormément de retours de sales, des gens qui n'achètent pas notre solution parce que ça va leur prendre potentiellement trop de travail de gérer tous ces entrées, ces sorties, de key account manager, enfin de chargé de clientèle, de tickets de support. Et après, ce qui va être intéressant pour moi, si on me donne un autre projet de research en parallèle qui a l'air tout aussi important, puisque tout est super important et tout est urgent, c'est d'aller chercher dans la base de données. Et aujourd'hui, avec l'IA, je suis assez autonome pour aller écrire des petites queries SQL et comprendre la taille de ce marché et qui potentiellement aurait ce problème en allant chercher combien de boîtes dans mon portefeuille hôtel, café, restaurant à des CDD qui durent moins d'1 mois. Et par rapport à l'autre problème qu'on m'a donné qui n'a rien à voir, je vais les mettre un peu en priorisation comme ça et ça va me permettre aussi de bien cadrer tout ça. Donc le quanti, ou en tout cas l'analyse de données, et même analytics, je trouve qu'elle est de plus en plus facile, ou en tout cas dans les boîtes où c'est bien mis en place et où tout est traqué, ce qui n'est pas forcément le cas partout, j'en suis très consciente. Mais donc nous, on a des super équipes et ça, c'est très cool. Donc aujourd'hui, je peux aller un peu me servir et ça, c'est super puissant pour prioriser et ce que je vais faire, mais aussi ensuite en termes de solutions. Et une fois que j'ai mes retours quali et mes insights, etc., je peux aller venir croiser toute cette donnée qui peuvent être quali du customer support, mais aussi j'ai eu... là, récemment, j'ai un problème d'ailleurs avec le customer support parce qu'ils me disent que c'est une de mes fonctionnalités qui génère le plus de contacts au support. Donc, j'ai un gros problème. Voilà, pour vous dire, il faut que celui-ci les prio, par exemple, en gros. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je veux dire. Ouais. Ok. Et toi, Lola, chez Doctolib, tu as aussi beaucoup de matières agrégées. Comment tu fais pour t'y retrouver dans toutes ces sources de données, en fait? Tu parles de sources de données de data ou même de user research qui ont été faites? Ouais, ça pourrait être des anciennes recherches, des données d'usage. Peut-être que tu as aussi des tickets au support comme Lola, des questionnaires de feedback, des choses. Ouais, nous on a vraiment accès à plein de choses. Déjà, on utilise déjà le NPS, le CSAT. Il y a plein de maîtrises qu'on met en place pour avoir des retours de nos utilisateurs. On a aussi quelque chose qu'on utilise très souvent, c'est le CES, qui est le Customer Effort Score, qui marche très bien quand on veut justement modifier une fonctionnalité existante. Donc, on va vraiment, à la fin d'un parcours utilisateur, demander à l'utilisateur de mesurer en fait finalement comment était ce parcours. Donc voilà, si vous êtes chez Doctolib, ça peut être prendre rendez-vous chez un médecin et à la fin, on va vous demander de noter ce parcours et de donner des feedbacks. Et ça va permettre de donner un peu une première base, une première mesure. Et ensuite, une fois qu'on va itérer cette fonctionnalité, on va ensuite vous redemander et ensuite, on va voir si la satisfaction augmente ou non. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Ouais.
Du coup, c'est comme ça que tu mesures un peu l'impact du changement, de la recherche, etc. Ça peut notamment être quelque chose qu'on utilise pour mesurer l'impact. Après, c'est vrai que c'est pour mesurer finalement l'impact de la user research, c'est quand même intéressant de mettre certains critères en amont, justement quand on réfléchit à ce research plan, c'est se dire bon bah voilà quels sont aussi les métriques qu'on veut faire bouger, comment est-ce qu'on va finalement mesurer l'impact. Je pense que c'est quand même une question qui parfois est difficile. Je pense que c'est un peu un challenge qu'on a en user research, c'est d'arriver à trouver ces bons metrics pour prouver l'impact. Ça peut être assez facile via notamment le CIS ou le CSAT, etc., de mesurer sur des parcours spécifiques, des fonctionnalités qui existent. Par contre, quand on est plutôt dans l'exploratif, là, je trouve ça plus difficile de mesurer l'impact et c'est un challenge aujourd'hui qu'on a en user research, notamment, par exemple, ça peut nous arriver de faire une grande étude pour se rendre compte qu'en fait, on n'a pas intérêt à aller dans un certain secteur. Voilà, par exemple, je pense que nous, on a fait une grosse étude sur les infirmières en libéral pour se rendre compte qu'à la fin, c'était peut-être pas très intéressant pour Doctolib d'un point de vue business d'y aller, en tout cas à ce moment-là. Donc, c'est comment est-ce qu'on mesure finalement l'impact de la user research quand derrière, il n'y a pas de produit final. Donc, c'est parfois un petit challenge. Je vois que Caroline, tu as envie de rebondir là-dessus. Je peux rebondir sur celui-là parce que... Alors, c'est pas un exemple chez Malte, c'est quand j'étais avant en agence de design. Et ça me fait vraiment penser à un projet que j'ai mené pour une marque de luxe, en fait, qui lançait sa montre connectée de luxe. Il y avait déjà un certain nombre de sports qui avaient été sélectionnés. De base, course à pied, vélo, piscine. Et ils se posaient la question des prochains sports. Et donc, notamment, ils se disaient, OK, est-ce qu'on veut mettre le ski dans cette montre? Et donc, du coup, est-ce qu'on veut designer l'expérience de tracking du ski dans la montre? Et donc là, ils ont eu la bonne idée de mener un projet de research avant de se lancer. Et donc, on a bossé sur ce projet de research. Et les learnings de cette research, c'était en fait beaucoup de freins de la part des utilisateurs. C'est une montre de luxe qui a coûté cher. Est-ce que je vais vraiment skier avec? J'ai peur de l'abîmer. Ensuite, c'était une montre qui était quand même assez grosse, assez lourde. Et en fait, les utilisateurs nous disaient, mais je ne mettrai jamais ça pour skier parce que j'aurais peur de me blesser si je tombe ou quoi que ce soit. Et enfin, il y avait aussi les freins en rapport avec à la fois la capacité de la batterie à tenir dans le froid et la capacité à se connecter au réseau sur les pistes de ski et dans différents endroits. Donc, in fine, ce qu'on a montré, c'était que les freins des utilisateurs étaient très élevés à acheter, à utiliser cette potentielle fonctionnalité. Et ce qui a permis, in fine, à l'entreprise de ne pas investir là-dedans et qui aurait nécessité des investissements techniques énormes qui se comptaient en plusieurs millions. Et donc, in fine, là, la user research a permis à cette entreprise d'économiser plusieurs millions sur cette fonctionnalité qui n'aurait pas été utilisée finalement. Ouais, donc c'est une façon de mesurer l'impact. Là, c'est l'argent économisé. Finalement, dans l'exemple que tu pouvais donner, il y avait aussi le côté gagner du temps, parce qu'en fait, de dire que c'est pas une bonne idée d'aller quelque part, c'est gagner du temps aussi. Ouais, c'est juste dur à vraiment mesurer, quoi. C'est-à-dire que combien de temps est-ce que tu gagnes à pas construire un produit, voilà. Mais effectivement, ouais, c'est temps et argent, et ça peut être hyper conséquent. C'est pour ça que je pense que c'est un challenge de pouvoir le mesurer de façon vraiment précise, en fait. Et Lola, vous avez des indicateurs du coup aussi sur du coup, nous, je pense qu'on essaye du mieux qu'on peut de mesurer la satisfaction client suite à une nouvelle fonctionnalité, par exemple. Donc ça va être plus facile quand on parle de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits. Si c'est des choses qui sont moins concrètes, c'est plus dur. Mais ce que je fais pas mal, une fois qu'on a mis en place une nouvelle solution, c'est que je vais faire un petit survey in-app avec des questions CSAT. À quel point êtes-vous satisfait de cet outil de gestion de la paix c'est des petits smileys, mais en gros, c'est une échelle de 1 à 5. Et la question d'après, c'est juste, OK, très bien, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi telle réponse? Cool, merci. Est-ce que je peux vous recontacter? Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que le survey, il bosse tout seul. C'est pas invasif, on va pas dans les emails des gens.
parce que les gens se connectent de toute manière à la plateforme pour faire leur taf. Ils décident soit de le mettre de côté, soit d'y répondre. Et c'est eux aussi qui décident si on peut les recontacter derrière pour là aller chercher de manière plus qualitative peut-être des choses ou juste ça me permet d'avoir des gens à contacter pour une thématique que j'ai en tête particulièrement. Et ça a été très très puissant, notamment face à, j'ai des équipes dev qui sont très bornées parfois, et du coup de montrer qu'on a pris la bonne décision et que peut-être c'était ok d'investir un tout petit peu plus de temps parce que les gens sont super contents, c'est cool, et ça me permet aussi de prioriser le backlog d'itération par la suite, parce que sur les problèmes qui sont remontés, c'est enfin j'ai déjà dit je vous l'avais dit, c'était sûr que ça allait remonter celui-là, on n'a pas eu le temps de le faire, bah au moins cool, c'est notre priorité numéro 1 pour la suite quand on itère quoi. Et en vrai, nous, on fait ça via Intercom parce que c'est Intercom qui nous permet de faire le suivi client, et Intercom a toute une suite de solutions comme ça. Et donc, ça nous coûte juste un peu d'argent, mais techniquement, ça ne m'a rien coûté à mettre en place cette solution. Donc, c'est cool. Et je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner un Hotjar. Donc, en gros, Hotjar record les sessions des utilisateurs en amont du changement de la feature. Par exemple, si on veut faire évoluer une feature, avant de bosser sur l'évolution de la feature, on fait tourner un Hotjar pour voir comment c'est utilisé aujourd'hui. On leur demande aussi de scorer leur niveau de satisfaction en rapport avec cette feature aujourd'hui. Et ensuite, quand on la lance, on continue de faire tourner ce survey. Donc, en gros, comme toi, hein, ça va être une petite pop-over en bas à droite qui demande de scorer en 5 étoiles la feature et d'expliquer en quelques mots la note. Et donc, ce qui nous permet de faire une comparaison avant-après, en plus, bien sûr, de tout ce qui est plan tracking plutôt mis en place par les PM chez Malte en rapport avec les business metrics qu'on cherche à impacter. Mais donc, ça nous permet d'avoir un petit mix de quanticali ici avec le scoring, mais aussi l'explication de la note. Et souvent, en fait, on se rend compte que les utilisateurs vont se servir de cette partie-là pour exprimer d'éventuelles frustrations restantes. Et effectivement, ça nous aide à mettre en place la prochaine itération sur la feature. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est un outil, je pense que ce soit celui-là ou un autre, mais c'est quelque chose qui demande peu de temps et peu d'argent et qui permet de collecter de la matière très facilement et de vous aider à continuer à prendre des décisions sur une feature que vous lancez. Donc ça veut dire que on peut aussi se dire qu'on lance une feature plus vite et qu'on va continuer d'apprendre et d'itérer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée un lien entre les réponses au survey dans Hotjar, on les reçoit directement dans un Slack et toute la squad la voit. Et ça prend la forme du score, du verbatim associé et de la capture d'écran de ce qu'a vu l'utilisateur. Et ça, c'est hyper utile pour engager aussi les devs sur les itérations à venir. Voire parfois, on se rend compte que c'est un moyen d'accélérer la QA, parce que même si on a beau essayer de tout tester pendant la phase de QA, il y a des choses qu'on rate. Et c'est le moment où les utilisateurs vont exprimer des bugs qu'ils peuvent voir, et hop, tout de suite, les devs voient, itèrent. Et donc, on est vraiment dans cette approche d'itération progressive de la feature, et c'est vraiment quelque chose qui est assez agréable à voir. Enfin, à chaque fois qu'il y a un petit Slack qui pop, on regarde, on voit si on priorise ou non, mais parfois quand on peut prioriser et le faire tout de suite, on le fait tout de suite, et sinon on backlog pour plus tard. Et du coup, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que les équipes ont pris en main ces outils que vous avez mis en place, et ils sont assez, j'ai l'impression qu'ils sont assez autonomes dessus, ils vont aller les regarder. Est-ce que c'est pareil chez vous, par exemple chez Doctolib? Est-ce que les équipes arrivent à piocher dans toute la matière que vous collectez un peu en autonomie? C'est quelque chose sur lequel on travaille. On a eu un petit peu de mal à un moment parce qu'on a utilisé l'outil Dovetail, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui en fait est un outil à la fois qui permet de faire l'analyse de la user research, mais aussi qui est un repository, donc qui est en fait un catalogue de tous les insights qu'on a créés. Et en fait, il y avait un petit problème sur Dovetail, c'était déjà un peu l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il y avait besoin de licences par utilisateur, donc en fait tout le monde chez Doctolib ne pouvait pas forcément y avoir accès.
Et aussi un problème de recherche, c'est-à-dire que la façon dont les insights sont catégorisés, ils sont par projet. On a essayé de mettre en place tout un système de taxonomie pour vraiment pouvoir les classifier pour qu'ils soient plus facilement retrouvables. C'est-à-dire que si on cherche un certain sujet, voilà, sur comment les patients utilisent l'application mobile, par exemple, que ça soit directement trouvable par les designers, les PM, tech aussi, s'ils en avaient besoin. Mais le système de filtre sur Dovetail est très compliqué. Donc, on a décidé de changer d'outil. Donc là, on vient de passer sur Marvin. Je ne sais pas si, si vous connaissez cet outil, il est tout nouveau, il est aussi, il utilise l'IA. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il est vraiment scindé en deux. Il y a vraiment une partie dédiée à l'analyse user research, où là, en fait, peu de gens vont avoir accès. Donc nous, c'est surtout produit et user research, un petit peu les designers, où là, on peut faire vraiment toute l'analyse dessus. Et il y a une partie séparée qui est vraiment accessible, là, pour le coup, à toute l'organisation, où il y a tous les insights. C'est vraiment une bibliothèque et c'est vraiment très, très bien fait. Et il y a aussi une barre de recherche qui est du coup powered by AI, où on peut vraiment poser des questions directement. C'est encore, on teste encore l'outil, on a mis en place toute notre taxonomie dedans, on a transféré toute notre savoir, toute notre knowledge de Dovetail dans Marvin. Donc, je ne peux pas encore vous garantir que ça marche, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir que plus de gens l'utilisent et qu'ensuite, ils réutilisent ce qui a déjà été fait en interne, parce que je pense que c'est un problème, surtout dans les grosses organisations, c'est qu'il y a énormément de projets qui parfois... en fait, 2 équipes travaillent sur la même chose sans le savoir. Et donc, c'est quand même important de pouvoir, voilà, en interne, aller chercher les études qui ont déjà été faites ou qui sont en cours. Donc voilà, et c'est aussi, nous, un de nos rôles en tant que coach, c'est justement d'avoir un peu globalement cette vue sur toute la user research qui est faite au sein de l'entreprise et de pouvoir faire des liens entre les équipes. Et Lola, tu nous racontais tout à l'heure que sans contexte, parfois, c'est un peu difficile de prendre en main ces données. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où, en fait, ils ont mal interprété, une équipe a mal interprété une donnée? Ouais, carrément. Donc nous, on est un peu moins avancé sur le partage de nos insights. On a juste un repository avec tous nos research reports qui est accessible à tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même lire un report. Et on n'a pas du tout encore investi dans tous ces trucs-là. On l'a jamais fait parce que, comme je te disais tout à l'heure, justement, il y a vraiment une question de contextualisation de l'insight qui est super importante pour nous. Et on n'a pas encore trouvé de solution qui nous aide à faire ça. Je vous donne un exemple très concret. Je travaillais sur la satisfaction de nos plus gros clients, donc quelque chose de très stratégique, et je donnais un peu c'était un truc plutôt quanti, donc les résultats c'était 80% des personnes qui ont répondu au survey sont satisfaits de tel truc, je sais plus trop ce que c'était. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont lu ce rapport et qui se sont servis dans les stats en mode 80% de nos clients sont satisfaits, et ça s'est retrouvé sur toutes les presses sales, et c'est totalement faux, quoi. 100 clients et l'entièreté de notre portefeuille client, c'est pas exactement la même chose. Et ça a beau être écrit de manière vraiment noir sur blanc, etc., avec la méthode utilisée et attention à comment vous exprimez tout ça. C'est bon, ça montre qu'il y a qu'il y a de l'émulation autour de ces trucs-là et que si ça sert à vendre, ok. Mais moi, après, si ça me retombe dessus, je suis pas super contente, et surtout, ça sert pas à vendre la user research. Ça sert à prendre des décisions éclairées et informées. Donc voilà. Et après, côté équipe produit, ce que je remarque, c'est que ça dépend vraiment de l'appétence de chacun. Donc il y a des gens qui sont de toute manière super intéressés, qui vont faire le travail. Et il y a des gens qui ont des idées et des intuitions et qui vont être très très accrochés, et ça va être avec eux qu'il va falloir faire un plus gros travail. Là, plus de coaching ou de discussion, etc. Mais parfois, on me dit, tu peux m'envoyer tel research report sur tel sujet, j'envoie et tout, et je vois dans le doc qu'ils produisent après vers une solution que ça n'a plus rien à voir. Donc au moins, ils me demandent de regarder, donc c'est cool, et je peux... Mais on a du mal encore, quoi, en gros, voilà. Et tu parlais aussi de piocher des verbatims. Ah oui. Donc ça, c'est aussi un truc, les gens adorent piocher des verbatims, les sortir de leur contexte et leur faire dire tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est tellement important le moment où quelqu'un a dit quelque chose sur le produit. Ça pouvait être il y a 1 an, c'est peut-être même pas le même produit si ça se trouve, ça a dû évoluer, c'est plus les mêmes fonctionnalités et tout. Et du coup, c'est vraiment clé. Donc, et c'est vrai que ça pose la question, je pense, de la pérennité de certains insights.
Et donc de comment, enfin ça fait partie des challenges, comment est-ce qu'on met tout ça en accès libre, mais les gens arrivent à se faire leur propre recherche pertinente, quoi. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que je te dis, nous, quand on a fait cette transition Dovetail Marvin, il y a plein de choses qu'on a archivées, en fait, parce qu'on s'est dit, ça vaut plus rien, en fait. Et puis, ce test utilisateur d'il y a 3 ans, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Et juste pour rebondir sur les repositories, parce qu'avant de rejoindre Malte, j'avais lu pas mal de choses sur l'Atomic Research et je me disais, ouais, trop bien, quand je vais aller chez Malte, je vais créer un repository Atomic, ça va être incroyable. Donc en gros, Atomic au niveau de l'insight. Et en étant dans l'entreprise, et surtout en faisant des entretiens en fait, avec pas mal de researchers dans d'autres boîtes, ce dont je me suis rendu compte, c'est ce qui est clé, c'est l'adoption du repo par les personnes qui font la research. Donc chez Malte, c'est pas que moi en tant que user researcher, c'est aussi les PM et les designers. Et ce qu'on me disait, et aussi les questions que j'ai posées chez Malte pour creuser ce truc-là, le fait de mettre en place un nouvel outil, en plus de l'outil qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc chez Malte, c'est dans Notion, on va vraiment centraliser toute la vie de nos projets. Le fait d'utiliser par exemple un Dovetail, je savais que j'allais pas avoir une adoption qui allait être suffisamment élevée, et in fine, soit la matière allait être répartie à moitié dans Dovetail, à moitié dans Notion, soit, in fine, Dovetail n'allait pas être adopté. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les briques d'IA, que ce soit dans Notion ou chez Malte, par exemple, on utilise Dust, donc Dust qui vient se plugger à toutes nos bases de données en interne. Je pense qu'on va pouvoir construire des repos qui sont plus intelligents et aussi avec une meilleure expérience utilisateur des utilisateurs de ces repos, donc les personnes qui vont alimenter avec la matière et aussi qui vont l'utiliser. Et donc, je pense que pour moi, l'évolution des repos, ça va être dans cette direction-là, de se dire que on va pouvoir continuer à travailler normalement, entre guillemets, donc dans nos outils habituels, et que derrière, on va pouvoir plugger une brique d'IA intelligente qui va nous aider en fait à utiliser cette matière dans le temps et pas seulement sur chacun des projets. Et ce matin encore, je parlais avec le PM sur mon périmètre et je lui disais, on n'a toujours pas une bonne qualité de Product Feedback Loop. La Product Feedback Loop, c'est tous les retours qui nous viennent des sales, des chargés de clientèle et du service client. Parce que ça, en fait, jusqu'à maintenant, c'est des gens qui nous les faisaient remonter et parfois les problèmes étaient pas bien qualifiés par eux. Du coup, nous on récupérait des problèmes pas bien qualifiés. Du coup, c'était compliqué. Et apparemment, on est en train de développer des algos qui vont nous permettre de tout trier et de tout récupérer pour se servir au fil de l'eau aussi. Donc, ça peut aussi servir en fait sur le reste de la donnée, je pense, à disposition pour agréger toutes ces bases de données qui sont déjà un peu partout éclatées dans la boîte, quoi. Donc, ouais, et juste pour rebondir exactement sur ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on a mis en place depuis à peu près 1 mois chez Malte sur les feedback loops internes, donc de la part des sales et de nos sourceurs, donc les personnes qui parlent tous les jours aux freelance. Effectivement, à la fois, en fait, la personne laisse un feedback dans Slack. Le bot le réécrit sous la forme d'un feedback qui est plus clair. La personne peut le relire et valider ou apporter plus d'informations. Et ça va nourrir directement une database. Si ce feedback a déjà été donné, ça agrège le feedback existant. Ça va aussi le taguer et donc lui mettre une thématique et ça va l'assigner au PM, honneur du scope. Ce qui fait que... Ouais, trop cool franchement. Ce qui fait que c'est aussi plus simple pour les PM, les designers, de prendre conscience de la matière qui remonte naturellement sur leur sujet et de réussir à en faire quelque chose plus simplement. Super. Et ben, du coup, ça fait un peu la transition sur notre question de conclusion parce que le timing arrive à la fin. Clara, si tu avais un conseil à donner à un user researcher qui hésite à passer à l'échelle justement avec toute la multitude d'options, d'outils, de méthodos qui existent aujourd'hui, ce serait quoi ? Ça serait justement de ne pas tout ouvrir directement, de choisir peut-être une méthode
par exemple, nous, on a ouvert en premier avec les tests utilisateurs pour les designers, parce que c'est quelque chose qui fait partie de leur travail et qui est très logique pour eux. Donc, c'est vraiment de petit à petit ouvrir le champ de compétences et vraiment mettre en place des bons trainings pour pouvoir autonomiser les gens au maximum, quoi. Ouais, en fait, je suis hyper d'accord avec toi. Je pense qu'il y a parfois sur des projets très risqués, avec beaucoup d'ambiguïté, c'est très compliqué d'autonomiser quelqu'un tout de suite. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes qui travaillent sur ces projets de research là non plus, parce qu'il n'y en a pas 1500 des projets super risqués, super stratégiques. Alors que on manque beaucoup parfois de juste standards de tests utilisateurs sur la prochaine feature qu'on va release. Et parce que, bon, parfois ça vaut pas forcément le coup, comme on disait un peu plus tôt, mais parfois ça peut valoir le coup d'aider les équipes à juste faire 5 entretiens et elles ont super peur. Enfin, je remarque que ça fait super peur. Et du coup, démystifier le fait que. Enfin, un entretien utilisateur, c'est ok, c'est un échange, c'est comme être un café avec quelqu'un, lui montrer quelque chose. Il y a un peu de préparation, un peu plus qu'un café, mais c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut amener les personnes qui ne sont pas user researchers à la base pour démystifier l'effort que ça représente, le stress et tout. Et j'ai déjà eu beaucoup de devs et même de designers qui sont plus habitués, a priori, qui étaient super stressés en entretien quand je les shadowais moi pour leur donner du feedback. Donc voilà, les mettre en confiance. Et moi, je dirais, c'est investir sur le user research plan. Donc, avoir un template qui est clair, apprendre aux personnes à le compléter. Donc, comprendre l'enchaînement des grandes questions qu'on doit se poser avant de se lancer dans le recrutement des utilisateurs. Mais déjà, savoir nos objectifs pour recruter les bons, les méthodes qu'on va utiliser, et voire même avant de se jeter directement dans les entretiens, comme on le disait. Donc, ouais, research plan. Super. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations et cette discussion.